Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. La RDC est un pays qui est resté dans l'histoire un siècle après, un grand pays minier, un pays qui a eu à présenter au monde entier différents produits acceptés. On sait que la RDC était premier producteur du cobalt, premier producteur du diamant, et les minéraux en RDC sont facilement exploitables et en bonne quantité et en bonne teneur. Et aujourd'hui, un état des lieux qui sera fait par des analystes, des journalistes, des chroniqueurs, et qui va permettre à ce que chacun tire des leçons sur ce que devenue la RDC aujourd'hui. Et quand on regarde dans le secteur d'exploitation industrielle, la RDC a des entreprises publiques qui sont presque toutes considérées comme des canards boiteux. Et dans le secteur d'exploitation artisanale, qui était libéralisé depuis 1997, on attendait de ce secteur une émergence de la classe moyenne congolaise, mais hélas, la RDC n'est vu que le scénario de la fraude minière. Et on s'interroge, quelle solution face à tous ces problèmes? Nous en parlons dans cette émission avec M. Jérôme Sekana, qui est le patron de l'agence Galaxy Media. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Il n'est pas seul. Willy Kalengay, patron de Géopolis Magazine, et qui est en même temps chroniqueur bien avéré dans ce secteur. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Nous avons aussi Al Kitenge, qui est stratège et analyste économique et qui a autant d'analyse et qui sait aussi se maintenir sur ses positions critiques. On le reconnaît. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Voilà, ensemble, l'état des lieux du secteur minier. Quelle solution aujourd'hui? Ça marche ou ça ne marche pas? Et qui prend la parole? Merci de nous désigner pour commencer. Le secteur minier, il faut le situer dans l'histoire. Il est vrai que quand le pays est découvert à l'existence internationale avec la conférence de Berlin et les premières exploitations, il y a d'abord eu des explorations qui ont été menées avant 1885. C'est quand on a découvert les indices d'une grande minéralisation que Léopold II était heureux de pouvoir prendre en charge ces grands espaces. Mais il ne l'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour ceux qu'il avait mandatés. Et la première des choses qu'il pose comme acte, c'est qu'il met en place la force publique, c'est-à-dire des gens pour protéger les frontières de cet espace immense. Parce qu'il a été sûr que si on ne protège pas les frontières de cet espace, la guerre sera permanente parce que l'exploitation minière va entraîner des affrontements entre des nations. C'est donc une des choses essentielles qu'il faut savoir. À partir de ce moment, nous avons la première période, je vais rapidement passer en revue, c'est la période de l'exploitation sauvage et prédatrice, donc 1885 jusqu'à 1906-1907. On exploite d'abord les ressources naturelles, notamment le bois et tout ça. En 1906, on crée la GECAMINE, on va mettre en place une société minière pour l'exploitation du cuivre. Oui, elle a fait ce qu'elle a fait, la GECAMINE a évolué, nous sommes en 1900... Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Oui. Ça signifie que nous avons quand même eu près de 100 ans d'exploitation minière et le pays en a bénéficié, mais mieux, ceux qui avaient financé ces exploitations en ont bénéficié plus. Ça, c'est une chose qu'il faut reconnaître. Depuis 2002, nous sommes dans un autre format, avec la mise en place du code minier. C'est là où ça peine, parce que la réflexion nationale sur l'enjeu minier a été insuffisante. Le code minier nous a été imposé par ceux qui avaient décidé d'exploiter les ressources naturelles. Oui, mais c'était un code très incitatif qui a drainé autant d'investisseurs, qui a oui, autant nous sommes d'aspects autour de 10 milliards, autour de 10 milliards d'investissements. Voilà. Mais c'est un code, je dis bien, je répète le mot pour qu'on ne puisse pas mal me comprendre, la réflexion en interne a été insuffisante. Ok, c'est votre point de vue. Voilà. Al Kitenge? Merci beaucoup. Je vais dire quelque chose de très simple. Vous savez, lorsque vous avez des ressources naturelles, même si cela s'appelle des ressources minières, il faut en avoir un plan. Le drame de la République, c'est que nous n'avons jamais décidé de savoir ce que nous voulons faire de nos ressources minières et de quelle manière nous pouvions les mettre à contribution pour être en mesure de donner une qualité de vie aux citoyens. Je vais donner deux indicateurs. Je vais donner deux indicateurs. Le premier, regardez notre centre de recherche géologique. Il est sur Huilery et regardez dans quel état il est.
il vous indique de quelle manière nous voulons connaître notre minéralisation. Ça dit justement ce que disait tout à l'heure Willy, nous sommes en toute ignorance. 2, nous prenons un risque périlleux, un geste périlleux, celui de pouvoir lancer une exploitation minière en toute ignorance. Ça veut dire que nous n'avons pas une connaissance du patrimoine que nous avons. Alors notre mode d'attribution, nous attribuons des droits de recherche. Ça veut dire qu'en fait la connaissance est entre les mains de celui qui vient chez nous et qui prétend vouloir exploiter. À la limite, nous sommes là dans une responsabilité notoire face aux générations à venir. C'est pour ça que nous avons apparemment un certain nombre d'investissements qui viennent et nous avons malheureusement la frustration de ne pas avoir les retombées en interne parce que nous n'avions jamais réellement planifié cela. J'ai envie de dire, et je vais vous contredire, c'est que nous n'avons pas un plan stratégique de développement minier. Et ça, c'est dramatique. Voilà, écoutez, moi je vais d'abord commencer par dire que, bien sûr, notre pays est un scandale géologique, mais nous n'avons pas pris toutes les dispositions pour pouvoir exploiter à bon escient et surtout aller à la rencontre de la pauvreté, de la misère, résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Tout à l'heure, Willy Kalengai parlait du code. Je confirme ici que c'est le code le plus dupe du monde, parce qu'il accorde des exonérations à l'import comme à l'export, quand bien même il nous a apporté un peu d'argent. Donc l'investissement de l'ordre de 10 milliards, et cet investissement a contribué à l'offre des devises dans ces pays. Aujourd'hui, nous avons des problèmes en ce qui concerne notre monnaie. Bien sûr, la cause principale, c'est les chocs exogènes, découlant de la baisse des cours des matières premières au niveau international. Mais il y a aussi le fait que, quelque part, nous n'avons pas tiré le grand profit de cet investissement qui est arrivé et on a cru que c'est une manne permanente. On n'a pas diversifié les sources de financement de notre économie. On croyait peut-être que ça allait continuer comme ça. Avec comme conséquence, l'offre des devises a fondu comme neige au soleil à vue d'œil et au jour d'aujourd'hui vous avez une surliquidité des francs congolais sur le marché et ça fait désordre et l'inflation est au rendez-vous. Voilà pourquoi moi j'ai dit nous devons réfléchir. Personne ne peut nous dire que nous n'avons jamais dénoncé cela, y compris vous-même, parce que nous disions que écoutez, ces codes-là, le gouvernement devrait le réviser. On a vu en dernière minute, et le gouvernement allait retirer le projet qui était déjà au Parlement, et au lieu qu'on puisse, la société civile, nous tous nous avons été consultés, ça pouvait nous permettre de gagner un peu plus. Maintenant, aujourd'hui, les dangers, c'est lequel? Quand bien même les cours de cuivre, et surtout du cobalt, en train de monter, ces deux minéraux, ça monte au niveau international, le cobalt n'a pas tellement changé, mais c'est le cuivre qui est entre maintenant 4800, c'est quand même quelque chose par rapport à ce qu'on avait connu comme prix par tonne métrique. Eh bien, on assiste à un certain refus poli des investisseurs. Connaissant l'environnement international, l'environnement du pays, ils ne reviennent pas pour arriver à reprendre avec la production, sous des prétextes qui tiennent parfois la route et d'autres qui sont des prétextes purement politiques. Voilà. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Nous avons les minéraux qui sont dans les sous-sols, on ne les exploite pas, nous étions arrivés à 1 million de tonnes, nous ne pouvons pas prétendre arriver encore à 7 millions de tonnes de cuivre, nous ne pouvons pas prétendre arriver à cette production dans les contextes qui sont les nôtres aujourd'hui. 1 million de tonnes, peut-être ça n'a rien rapporté aussi. Et je constate qu'il y a un problème, c'est que vous avez parlé du cadre légal qui a des faiblesses, les revenus sur l'ignorance et aussi le manque du fait qu'il y ait un plan stratégique pour le développement à travers le secteur minier. Et vous revenez là-dessus et vous basez sur aussi le fait qu'il y a un problème face au cours sur le plan international. Ça fait autant de questions que nous soulevons, mais s'il faut apporter quelques pistes de solutions, par où on peut commencer les choses? Je peux prendre la main? Oui. Je voudrais qu'il soit assez clair dans la compréhension générale que l'exploitation minière et son cycle sont généralement des cycles longs. Donc on ne résout pas des problèmes circonstanciels avec des ressources minières. On résout des problèmes structurels.
Ça veut dire qu'en fait, le jour où nous décidons d'avoir une planification stratégique de la gestion minière, nous allons avoir immédiatement une planification des infrastructures, celle d'acheminement des biens et équipements et celle d'évacuation des produits. Nous allons avoir également un plan d'industrialisation. Qu'est-ce que nous voulons faire des minéraux que nous allons exploiter chez nous? Il y a une honte qui nous frappe aujourd'hui. C'est que nous avons une grande réserve de coltan dans le pays et le monde entier en a besoin. Les seuls qui ont une petite usine de transformation de premier niveau, c'est notre voisin du Rwanda. Ça procède du simple fait que nous n'avons pas, nous, en tant que pays, une vision de ce que nous désirons faire de nos ressources naturelles. C'est la même chose avec le manganèse, c'est la même chose avec beaucoup d'autres minéraux que nous avons ici, même le diamant que nous sommes censés tout simplement ramasser. Je pense qu'il y a un problème de base. Au lieu de penser que nous pouvons aller de gestion d'affaires courantes en gestion d'affaires courantes, il est important de poser ce que Willy a demandé ici, la grande réflexion sur qu'est-ce que nous désirons faire de nos ressources minières. Peut-être que, et ça peut vous surprendre, une des réponses serait de dire on gèle une partie de nos réserves, on les titrise et on lève des capitaux pour préparer notre capital humain en termes de santé, en termes d'éducation, aux défis de demain. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si nous nous lançons dans l'exploitation minière, vous allez vous rendre compte que même les métallurgistes de base, nous ne les avons pas sur le territoire. Nous n'avons pas suffisamment d'électriciens, nous n'avons pas suffisamment d'ingénieurs chimistes. Ça, c'est la vérité. Aussi vite qu'une compagnie voudrait se mettre en exploitation importante, aussi bien pour l'exploitation minière que pour les activités secondaires, ce que vous appelez l'économie locale, ce que vous appelez le contenu local, nous n'avons pas de préparation, simplement parce que l'information nous arrive au moment où on doit la mettre en application. On ne peut pas être un pays qui s'improvise. La question minière est une question de ressources disponibles. Il faut prendre le temps d'en discuter et de mettre en place une politique stratégique d'exploitation. Voilà, il y a eu autant de réflexions, il y a eu autant de panels là-dessus. Oui. Je voudrais simplement aller au concret, parce que tout à l'heure, elle a raison de dire qu'il nous faut un plan stratégique. Et une autre réalité qu'il faut ne pas oublier, c'est que les ressources naturelles sont non renouvelables. Épuisables. Ça signifie qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Je vous donne simplement un diamant pour qu'il se forme, et je parle sous l'autorité d'un ingénieur à côté de moi, il faut 1 million d'années pour que la Terre produise un carat. 1 million d'années dans la géologie. Donc quand vous avez sorti un diamant, il est parti, il faudra 1 million d'années pour qu'un autre vienne. Ça signifie que la responsabilité de ceux qui exploitent, dans les pays qui avaient des ressources naturelles épuisables, qui se sont dotés d'un plan stratégique, comme Gal vient de le dire, ils ont créé ce qu'on appelle les fonds souverains. Oui. Il faut que les fonds souverains, ça signifie les ressources naturelles, ce n'est jamais pour consommer aujourd'hui. Vous produisez les ressources naturelles, vous savez que ce n'est pas seulement pour vous. Le Congolais qui viendra en 2200, il faut qu'il trouve des moyens de ces ressources. La question a été soulevée au ministère des Mines, ils ont même lancé l'idée de créer un fonds minier pour l'avenir, mais on se dit, mais quand les gens qui vivent aujourd'hui ne sont pas encore satisfaits, comment on peut faire pour les générations futures? On ne vit pas pour soi-même. On ne vit pas pour soi-même. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Nous avons une vision à... Écoutez, pourquoi un papa se priverait du pain pour donner à son enfant, alors qu'il a faim aussi? Il peut dire, j'ai un ventre, je mange. La gestion, c'est la prévision. Non, il y a un problème aussi. Ça dépend des besoins sur le plan international. C'est aujourd'hui on a besoin de cuivre. Peut-être que demain on n'en aura pas besoin. Non, il faut planifier. Si nous avons une industrie, si nous prenons ce cuivre-là, nous le transformons en produits finis dans notre pays, comme dans un plan. Si nous avions l'idée d'industrialiser les pays avec nos ressources, on n'aura pas peur d'avoir des clients ou pas. Nous allons nous doter de cela. Je termine en disant, il faut des fonds souverains. Ça permet à ce qu'on ne consomme pas toutes les ressources qui viennent de la région minière, qu'on les garde pour les futurs. Aujourd'hui, le Qatar a acheté pratiquement la ville de Paris. Mais d'où vient l'argent du Qatar? C'est des fonds souverains. Oui. C'est des investissements. Cette vision nous recommande également d'avoir une certaine maîtrise de la gestion de nos ressources naturelles. Il faut commencer par certifier ce que nous avons dans le sous-sol. Ce sont des potentialités, ce sont des imaginations, des prévisions non chiffrées, non quantifiées. Donc nous devons arriver, et ça il existe des cabinets spécialisés. Lorsque vous certifiez, vous pouvez lever les fonds. Oui. Et nous n'avons pas cette culture. Regardez, c'est une culture de la prédation que nous héritons de la Belgique. Au 30 juin 1960, il y avait même à la Banque centrale ici, nous avions des réserves d'or et de diamants ici. Et ces réserves ont disparu. Et on a amené ça en Belgique.
jusqu'aujourd'hui, lisez bien les contentieux belgo-zaïrois, vous trouverez les dossiers là-dedans. Et au jour d'aujourd'hui, un pays qu'on qualifie de scandale géologique, nous n'avons pas de fonds souverains, comme disait Willy Kalengay, c'est aberrant. Nous n'avons même pas des réserves au niveau de la... Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez à Washington, d'ici, il y a des tonnes d'or qui se trouvent dans les coffres forts du Fonds monétaire international. Les fonds monétaires internationaux se proposent même de vendre une partie. D'où est venu cet or? C'est venu... Donc c'est pour vous dire que on peut également lever des fonds en ayant nos réserves, même si nous, ça donne gage de crédibilité, de confiance. On dit que voilà, nous avons besoin de 2 milliards de dollars, de 5 milliards, mais vous pouvez nous faire confiance. Voilà ce que nous avons en réserve. Et on nous donnera l'argent. Mais il faut faire très attention, Jérôme. Dans le code minier aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il faut faire très attention, n'est pas propriétaire des réserves. Voilà. Et les réserves appartiennent très malheureusement à celui qui les découvre. Non. Et donc, le danger. Et donc, je reviens à ce que je disais depuis le départ. Là, j'ai parlé de la faiblesse de la réflexion en interne. Mais on doit lever ça. Parce que, et je reviens à la jusqu'au niveau de la disant, Constitution, l'article 9. L'article 9 dit, écoutez, la République démocratique du Congo exerce sa souveraineté sur les ressources, sur le sol, les sols. Mais c'est aberrant. Alors que tout le monde connaît la loi Bakadjika de l'époque, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous exportons, toutes les sociétés minières qui se trouvent au Katanga, elles exportent le minerai, c'est leur propriété. Ce n'est même pas la propriété de la République démocratique. Et en fait, c'est extrêmement grave. En fait, toute la faiblesse de notre stratégie commence là-bas. Et le jour où nous voudrons nous relever, il est important qu'on regarde nos partenaires dans les yeux et que les meilleurs de nos intellectuels soient mis en face de ces gens pour négocier. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Voilà, c'est ça le problème. Mais je voudrais juste ajouter un petit mot, parce que on a vu, lorsqu'en 2002, on a travaillé sur on a senti que, y compris la Banque mondiale et toutes les multinationales s'étaient liguées. Et on a vu dans quelles conditions on était en position de faiblesse. Conditionnés. Et aujourd'hui, 10 ans après l'application de ces codes-là, nous cherchons à redevenir propriétaires de nos biens et surtout obtenir le maximum, ou même le minimum des recettes. La révision n'a pas abouti. Les autres, mais c'est parce que le pouvoir est faible vis-à-vis des multinationales. Voilà, ok. Si je comprends bien, le seul problème reste le cadre légal. Il y a des paramètres qui paralysent l'économie du pays. Non. Il faudrait qu'on corrige. Le cadre légal est l'expression d'une volonté stratégique. Il faut déjà avoir cette vision et cette volonté stratégique. On met le cadre légal qui organise cette volonté. Ok, c'est même ça l'effort de la révision, malheureusement, qui n'a pas abouti. Parce que nous le savons, qu'est-ce que nous pouvons proposer en tant qu'analystes? Moi, je peux commencer. Oui. D'abord, il faut réviser, et tout de suite, les codes miniers. Bien sûr, parce que vous demandez qu'est-ce que nous devons faire. Parce que les textes étaient retirés du Parlement. C'est par là où nous devons commencer. Et puis, mon ami Al-Kitenge a dit, ce n'est pas la matière grise qui manque dans ces pays. On peut écouter quand même, on peut créer une structure où les gens peuvent réfléchir. Vous pensez que c'est à cause du cadre légal que la GECAMI ne fonctionne pas bien avec ses partenaires, que la MIBA est aujourd'hui en panne, que la Sokimo ne sait pas... Aujourd'hui, la GECAMI est en train de réclamer 300 millions de dollars aux Chinois, alors que quand vous regardez les textes, Freeport-McMoran dit que vous n'en avez pas les droits. Vous comprenez? Donc c'est toujours les textes. C'est-à-dire, les multinationales, bien sûr, les multinationales travaillent les textes pour nous affaiblir. Et nous laissons faire. Et en ce qui concerne les entreprises de l'État, parce que l'État est actionnaire, actionnaire majoritaire dans à peu près 5 ou 6 filières. L'État a décidé de faire une réforme des entreprises publiques. La réforme a pris beaucoup de temps, d'abord parce qu'elle a été très mal menée, il faut le reconnaître, très mal menée, avec des ingérences. Vous ne pouvez pas demander que la Banque mondiale vous aide à réformer et qu'il vous accompagne dans la pensée stratégique. Et elle-même, parfois, est actionnaire dans la pensée stratégique. Laissez-moi terminer. Vous pouvez demander qu'on vous donne des moyens, mais vous ne pouvez pas sous-traiter la pensée stratégique. Non. Elle ne se sous-traite pas. Malheureusement, on a mis en place une structure pour aider cela. Où est l'état actuel de cette réforme? La réforme est dans un état où les entreprises vont passer au privé.
Mais il faut d'abord les recapitaliser. Il faut ce qu'on appelle la restauration de ces entreprises. Elles doivent d'abord recevoir des aides, comme la SCPT pour certaines entreprises, mais pour les mines, la GECAMINE doit d'abord être restaurée, reprendre un niveau d'exploitation acceptable en vue qu'on ouvre son capital pour les privés. C'est faible. Est-ce que je peux juste ajouter deux choses importantes, et elles sont très simples. La première, c'est qu'en matière de gestion d'entreprise, ce n'est pas une question de politique. Aujourd'hui, très malheureusement, les gestionnaires que l'on met en place sont beaucoup plus mis là-bas pour le militantisme politique que pour leur capacité de gestion. Ce qui fait qu'en matière de gestion, ils sont plus redevables aux politiques qui les ont mis là-bas. Et c'est un contrôle qu'il est important de mettre en place chez nous. Deuxième chose, des grandes sociétés comme la GECAMINE, il ne faut pas avoir peur de dire ils ont un patrimoine qu'ils ne sont pas capables de gérer. Il faut peut-être créer 50 sociétés au sein de la GECAMINE. Quand je dis 50 sociétés, c'est 50 vraies sociétés qui s'occupent les unes, bien sûr, être en mesure d'avoir des vrais gestionnaires qui peuvent être en mesure de travailler et de donner des résultats. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Regardez, l'AMIBA, nous avons des réserves qu'on n'a jamais touchées, qu'on ne touchera pas les 50 prochaines années, si nous continuons à avoir le même mode de gestion. Je pense que là-dessus, il faut dépolitiser, deux, il faut être en mesure de donner des sociétés à taille humaine. D'accord. Alors, nous savons tous que l'exploitation minière en RDC s'est fait de deux façons. On a parlé de l'exploitation industrielle, avec toutes ces entreprises qui ont eu à collaborer avec autant de partenaires. Et il y a aussi l'exploitation artisanale qui était lancée depuis 1997 et qui avait une vision de faire ou de créer une classe moyenne émergente. Mais depuis 7 ans jusqu'à ce jour, on ne voit pas vraiment les Congolais en profiter et ce sont des colis qui sortent du pays de façon illicite et on en parle. Moi je pense qu'on doit supprimer l'exploitation artisanale. Absolument. Moi j'ai travaillé dans les mines, j'ai fait 11 ans comme inspecteur des mines. Je connais de quoi je parle parce que j'ai fait les tours du pays, j'ai visité les foyers miniers. Je vous dis que les gens deviennent de plus en plus pauvres tout en travaillant dans les mines et on détruit l'environnement, on ne maîtrise rien. Donc pour moi, il faut qu'on préserve ce que nous avons comme réserve minière, on les confie entre les mains des sociétés bien organisées, bien structurées, et on peut arriver à récupérer quelques dividendes qui prévoient les codes pour essayer de soulager un tant soit peu la misère dans les pays. Comment faire face à des millions de personnes qui ne vivent que de ça? Non, il faut être sérieux. Oui. À l'époque où on fait le code minier, on parle de l'artisanat. On s'inspire du diamant en Mbuji-Mayi. Et ça, c'est surtout le Katanga qui le demandait. Et il faut se rendre compte que c'était une ineptie incroyable déjà à l'époque. Mbuji-Mayi, dont on parle. La première des choses, c'est l'illettrisme à fond. Et la pauvreté, on peut regarder ce que ça donnait. Donc le diamant n'était pas, et son modèle économique de l'exploitation artisanale, n'était pas le bon modèle. Si vous ajoutez à cela le nombre de personnes qui meurent dans des puits de diamants, c'était suffisamment alarmant pour qu'on soit suffisamment éveillé. À l'époque, il y a des personnes, moi j'ai envie de dire malveillantes, qui ont glissé cela parce qu'elles avaient un certain nombre de visées personnelles. Et d'ailleurs, on peut remarquer le nombre de personnes qui ont installé des micro-fours pour eux-mêmes. C'était pour ça qu'ils ont influencé le code minier. Mais c'est malheureux. Aujourd'hui, il faut avoir le deuxième regard sur est-ce que ça a répondu à ce que nous disions, la classe moyenne au Katanga. Est-ce qu'elle a existé? La réponse est non. Mais il y a pire que ça. Et regardez le nombre de personnes qui sont utilisées dans ces exploitations et le degré de pénibilité qu'ils ont. Et les malades. Non, laissez-moi terminer. Il y a plus d'1 million de personnes qui travaillent au Katanga dans les divers sites miniers. Ils sont plus nombreux que notre armée et notre police mises ensemble. Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant. Alors, il y a pire que ça. Je vais donner un détail essentiel. Oui. Il y a 2 cartes qu'il faut superposer. Vous avez la carte de la minéralisation du Congo, où se trouvent les minéraux. Vous avez la carte des conflits, de l'insécurité. C'est exactement la même. C'est la même carte. Oui. Les 2 cartes sont superposées. Là où il y a exploitation minérale artisanale, il y a un foyer de conflit armé. Oui. Et nous avons à peu près 50 conflits armés en interne. 110, merci de la précision, en interne. Mais derrière chaque conflit, on peut dire que c'était identitaire, etc. Il y a toujours une exploitation artisanale. Au début, elle était artisanale. Maintenant, elle est militarisée. Elle est artisanale, mais militarisée. Donc, c'est un problème de sécurité intérieure. Circulation des armes et le ministère de Mines a fait un effort avec le ministère de la Défense. Actuellement, il n'y a plus de diamants de conflit. Il n'y a plus de minéraux de conflit. On parle plus de minéraux de fraude. Ça revient tout de même, parce qu'il faut d'abord démilitariser les puits.
Les efforts ont été menés. Nous ne sommes pas aujourd'hui ici pour trouver ce qui a bien marché. Ce qui a bien marché est connu et nous pouvons féliciter que les gouvernants qui ont pu poser ces actes-là. Mais nous sommes là pour dire ce qui ne va pas. Parce que ce qui ne va pas, c'est quoi? C'est que les deux cartes, parce qu'elles sont ensemble. Vous avez remarqué que là où il y a des industries minières, et nous ne parlons pas pour les multinationales, on a éloigné les sources de conflits. Oui. Quand vous regardez la filière de l'or, à Touanguiza, il n'y a pas de conflit. À Namou, il n'y a pas de conflit. Oui. Donc, tous, vous êtes d'accord qu'il faut supprimer ou arrêter avec l'exploitation artisanale? Ça ne rapporte ni de l'argent à l'État, ça ne donne ni des infrastructures, il n'y a pas d'économie, ça ne fait que tuer la population. Il fallait proposer des solutions. Meurent. Vous comprenez, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur porteur de croissance par excellence. Personne ne l'ignore. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis content d'apprendre que le gouvernement veut déployer les 24 parcs agro-industriels. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, bien sûr, parce que seul Bougangalonzo, c'est 1,5 millions et que le gouvernement n'a donné que 150 millions pour aménager. Donc, le problème qu'il y a ici, il y a moyen d'élever des fonds au niveau international, d'interrompre cette exploitation artisanale, de convertir les creuseurs en agriculteurs pour qu'ils puissent se produire. Parce qu'avec l'agriculture, c'est plus facile de faire. Mais il faudra déjà commencer par dépolitiser l'exploitation artisanale. Mais ça doit être dit dans le code minier. Il y a un gros conflit d'intérêts. Ça ne se dit pas dans les textes. Ça se dit dans les faits, dans la moralité d'un pays. Il y a un gros conflit d'intérêts entre des responsables militaires, des responsables politiques, qui sont dans ces exploitations. Des opérateurs miniers, c'est le problème. Par excellence. Et aussi le problème, des dragues partout. Tout à fait, le problème c'est aussi, nous avons appris le mois passé, il y a au moins beaucoup de cas d'arrestation dans la fraude minière et surtout occasionnée par l'exploitation artisanale. À ce jour, il y a autant de colis, il y a autant de personnes qui sont déférées devant la justice, qui sont même des administratifs, qui travaillent même au ministère des Mines, impliqués c'est toute la question du conflit d'intérêts. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière a toute une liste des gens qui sont arrêtés. Je vous ai dit au début que Léopold II, pour conserver son patrimoine, entre guillemets, a commencé par mettre en place la force publique. Et je donne un détail ici qu'on peut trouver dans les livres du colonel Roger Nestor Loubi, qui est l'ancien de l'Institut géographique. Il vous dit effectivement que les premiers membres de la force publique étaient des Zanzibariens. Ce n'étaient pas des Congolais. Ceux qui ont le premier noyau pour protéger les territoires de la police, c'était des Zimbabwéens et des Zanzibariens. Ça veut dire en réalité aujourd'hui, la police minière est morte. On n'en parlait plus. Elle est morte, elle n'est pas financée. Inactive. Elle n'est pas financée, on n'a pas formé des gens. Elle s'est convertie dans la fraude. Non, je suppose qu'il n'a pas été suffisamment suivi. La fraude est organisée simplement parce que, comme l'a dit tout à l'heure Al-Kitenge, les intérêts sont rationalisés de manière à ce que les faiblesses d'un État soient utilisées par des mafieux qui existent. Et les efforts que fait aujourd'hui la lutte contre la fraude, je ne peux que le féliciter, mais c'est 10%. C'est inefficace. Pourquoi? Parce que, on n'en a pas fait un combat national. Avec M. Pascal Niembo. Oui, bien sûr. De temps en temps, quand il est fort, je sais qu'il presque seul. Je sais même à un moment donné qu'il y avait, je ne trahis pas un secret, un gouverneur qui était impliqué dans un des cas de fraude, en ayant importé des Chinois qui travaillent de manière illégale. Et ce dossier-là a été sur sa table. Ce qui est encore très spectaculaire. Et il n'a pas, malheureusement, il n'a pas su aller jusqu'au bout parce qu'il n'est que coordonnateur. Ce n'est pas lui la justice. C'est ça aussi le problème. C'est pas de la justice. Mais quand on commence à démanteler des réseaux mafieux, des comptoirs dans des maisons qui sont en train de se construire à Kinshasa, le cas de Oasis, et je ne sais pas si peut-être à la cité du fleuve il y a encore un cas comme ça, un comptoir avec tous les matériels, on est en train de traiter de l'or, on commercialise de l'or à Kinshasa, donc c'est que le réseau mafieux devient de plus en plus puissant. Mais que voulez-vous? Qu'est-ce que vous pensez? Comment ça se passe? Là où la nature a horreur du vide. Le diagnostic a été posé ici et j'en remercie Al-Kitenge de l'avoir dit. Nous n'avons pas de pensée stratégique sur nos minéraux. Mais les minéraux existent, c'est de l'argent. Ceux qui ont des petits moyens pour pouvoir exploiter le font. Mais alors, comment voulez-vous? Allez au Katanga, vous verrez qu'il y a des gens qui ont gardé des produits miniers toxiques dans leur salon. C'est partout. Allez au Bukavu, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont derrière leur bar
leur barre des tonnes de coltan. L'État doit suivre la dynamique économique et doit réguler cette dynamique-là. La fraude existe parce que le cadre légal est faible. L'État ne donne pas des moyens. Combien d'argent nous mettons pour protéger nos ressources naturelles? Combien nous mettons? Oui, très important, ça fait réfléchir. Je vois Al qui est très concentré. Tout à l'heure, on a parlé des stratégies. On a dit au Rwanda, on a créé une fonderie et on encourage les gens à amener les produits. En Ouganda aussi. Hein. En Ouganda, il y a une raffinerie d'or. C'est qu'on encourage les gens à amener leurs produits pour que les traitements se fassent sur place. Mais en RDC, on n'en fait pas. C'est aussi une façon de pousser les gens à aller. Mais il y a des Congolais qui ont fait. Bon, écoutez, vous savez, vous avez relevé quelque chose de très important. Les cadres est non seulement faible, mais nous n'avons pas d'hommes d'État. C'est-à-dire quoi? D'hommes d'État qui sont conscients de ce qu'ils doivent prendre comme disposition, comme décision pour renforcer ces cadres légaux, pour améliorer les conditions de vie. Vous comprenez que si les Rwandais qui ne régorgent pas des quantités importantes de coltan, d'or ou je dirais tous les autres minéraux dont les Rwandais se targuent comme exportateurs. Et l'Ouganda la même chose. Comment on laisse faire que les comptoirs sont, plutôt les fonderies sont installées là-bas, les multinationales s'installent là-bas? Quelle est la politique menée par le pays pour persuader ces multinationales qui se sont installées de l'autre côté avec comme objectif de voler, de piller malignement en faisant couler les sangs, de les faire revenir, qu'ils entrent par la grande porte et s'installer ici, leur accorder toutes les facilités afin qu'ils ne passent plus par la fenêtre mais qu'ils passent par la grande porte? Quelle est cette politique qui s'est faite dans ce sens-là? Il n'y en a pas. Donc c'est ça le problème. Alors si nous parlons de la stratégie qu'il faut mettre sur pied, de la vision qu'il faut avoir, c'est tout ça le problème. Il faut qu'à un certain moment qu'on arrive à faire table rase, qu'on arrive à se dire écoutez, c'est notre pays, nous devons le léguer en toute responsabilité à nos générations futures. Il faudra nécessairement que les enfants qui viendront après nous ne puissent pas venir nous insulter sur nos tombes, que nous étions incapables de pouvoir léguer quelque chose, un trésor précieux pour les... Une petite information supplémentaire. Dans les dernières 5 minutes. Une information supplémentaire. Vous savez, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est que le monde entier connaît que le pays, la RDC, a des ressources. La question, c'est comment accéder à ces ressources. Certains y ont accédé par la guerre, par la fraude. Et quand vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, malheureusement, nous ne lisons pas nos documents. L'accord cadre d'Addis Abeba est une réponse de la sous-région sur la gestion de nos ressources. Ils ont dit, bon, vous ne voulez pas qu'on vous fasse la guerre. C'est bien, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à venir prendre de force ce que vous avez. Oui, ça s'est passé. Alors, nous allons signer un accord sous-régional. Tous les pays impliqués ont signé, même des pays qui n'ont pas de frontières avec nous, pour que nous laissions les pays en paix. Mais vous, au niveau du Congo, faites-nous une offre intelligente, intelligible. Et je peux ici le dire autrement. On appelle ça le leadership économique. De quoi il s'agit? Il s'agit de prendre conscience du fait que nous avons 100 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique sur notre territoire non exploité, et nous avons des pays aux environs qui manquent d'énergie pour faire leur économie. Notre incompétence leur coûte trop cher. Si nous ne sommes pas capables de le faire, ils vont venir le faire avec nous. Deuxième chose, nous avons un potentiel d'à peu près 24 000 milliards de dollars en termes de potentiel minier, dit-on. Mais écoutez, il y a des gens dans le monde qui meurent de faim, qui n'ont pas de potentiel pour se développer, et nous n'avons pas l'argent ni le savoir-faire suffisant pour être en mesure de le faire tout seul. Du coup, il est important pour nous de faire une offre internationale. Nous avons ceci, vous avez cela, comment nous faisons ensemble pour qu'on avance et en garder le leadership? Je vais à un troisième pilier. Dans la paix. Il y a des pays dans ce continent et ailleurs qui sont dans le désert total. Et nous, on a de l'eau douce qui vient, qui passe, et qui devient salée chaque jour qui passe. Si nous ne faisons pas une offre à l'international, les gens, pour des raisons de survie, vont devoir nous mettre en danger. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Il est important de poser la réflexion stratégique de où nous désirons aller avec tout ce que nous avons entre les mains. Comment trouvons-nous intelligemment des solutions aux autres pour que notre coexistence commune soit positive et pour nous et pour eux? Par exemple, du point de vue du territoire, nous sommes le vase par excellence du Rwanda. Regardez la taille du pays, regardez la taille du Burundi.
C'est donc logique qu'il y ait des gens qui viennent du Rwanda et qui viennent s'établir chez nous. Maintenant, quelle est l'offre que nous leur donnons pour que cela se fasse légalement et correctement? C'est ça les grandes questions auxquelles nous devons être en mesure de répondre. On ne peut pas vivre en vase clos. Pour plusieurs raisons, l'une d'elles étant que nous n'avons pas les ressources financières. Et nous sommes enclavés, très enclavés. Par rapport à la mer. Justement, c'est dans la négligence des petits devoirs que se fait l'apprentissage des grandes fautes. Merci beaucoup. Nous allons terminer. Nous allons terminer tout à l'heure parce que M. Hall, il y avait un petit problème qui a été soulevé ici. M. Jérôme a parlé de la difficulté que le Congo connaît aujourd'hui, surtout dans le secteur minier d'exploitation industrielle, avec la baisse de prix des cours au niveau international. Je ne voulais pas qu'on termine sans qu'on aborde cette petite question. On s'est dit, est-ce que les entreprises congolaises sont-elles réellement concernées par cette baisse d'aujourd'hui des cours? Parce que la plupart des entreprises, les études de faisabilité étaient faites 5 ans avant, et il y a même des entreprises dont les produits ont été achetés il y a même 5 ans. Est-ce que cette baisse actuelle a-t-elle de l'impact sur leurs activités aujourd'hui? Oui. En une phrase chacun, on a terminé l'émission. Oui, l'impact est là. Parce que vous produisez pour aller vendre où? Et là où vous allez vendre, si le prix est trop bas, vous travaillez à perte. Et c'est pour cette raison, et l'exploitation minière, ce n'est pas une exploitation qui s'est faite en quelques jours. Il faut une planification, et il faut s'inscrire dans la durée. Et c'est pour cette raison, même pour répondre, ceux qui doivent débourser des capitaux frais doivent regarder l'évolution, la tendance au niveau international, et doivent tenir compte des aspects sécuritaires. On dit que ce sont des produits payés doivent d'avance. tenir compte des aspects sécuritaires, et puis doivent tenir compte aussi du cadre légal auquel on faisait allusion. Donc tout ça mis ensemble, vous regardez, je termine par là, globalement, la plupart des entreprises, des entreprises minières qui sont arrivées dans notre pays, sont venues, se sont installées et ont profité des avantages, des exonérations qu'on a données. Et une fois la période d'exonération terminée, quand il faut maintenant passer à commencer à payer comme une entreprise normale, il y a des problèmes. Ils vendent. Elles vendent leurs entrées. Donc ça, c'est malin ça. Donc nous devons être aussi malins. La priorité aujourd'hui serait d'investir intensément avec des partenaires dans la production de l'énergie pour passer de la phase d'exploitation à la phase de l'industrialisation intégrée des produits miniers. Et je pense que ça, c'est la voie dans laquelle nous devons nous engager. Okay. Je voudrais, si vous permettez, lire un extrait de la préface écrite par le fait professeur Philippe Bioya pour d'heureuses mémoires que nous connaissons tous et qui nous a quittés au bout d'une année. Il dit ceci dans les livres où il fait une préface. La conscience géographique doit nous obliger d'additionner la géographie des ressources naturelles et de l'étendue géographique aux géographies politiques et humaines et à la géographie militaire. Il en va de l'avenir de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique médiane. Il est temps de comprendre que les aléas de l'histoire de la politique internationale placent la République démocratique du Congo en situation de citadelle assiégée. Voilà ce que elle a dit tout à l'heure, citadelle assiégée. Donc si vous n'avez pas d'offre, on va vous assiéger. Merci. Okay. Et nous sommes assiégés. Voilà, mesdames, messieurs, je crois que nous avons passé ces moments avec vous et nous allons faire un effort pour qu'une fois par mois, que ces grands chroniqueurs qui maîtrisent les secteurs viennent un peu parler des grandes questions du secteur minier. Je remercie Al Kitenge. Merci. Willy Kalinga, merci. Merci. Et monsieur Jérôme, merci. Merci Marcel. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir partagé avec nous ce temps et nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles très prochainement. Bonsoir.